tu regardes ceci, c'est que tu as possiblement une entrevue dans les jours à venir. Félicitations, je t'en souhaite une bonne. On va voir toutes les choses auxquelles tu dois penser pour être sûr de ne rien oublier. Première étape en liste, tu vas devoir connaître un objectif stratégique de l'employeur, idéalement plusieurs, afin de tracer des liens avec sa réalité tout au long de la discussion. Parler de ce que lui le concerne. Ton niveau de recherche va être crucial afin de te distinguer. Toi, tu vas avoir fait non seulement plus de recherche, mais aussi tu vas avoir analysé davantage. Tu utiliseras ton sens de la déduction pour passer à la prochaine étape, donc toujours te demander pourquoi. Utilise ton expérience, que ça fait quelques années que tu es dans l'industrie, possiblement, pour te poser la question à toi-même, qu'est-ce que ça l'amène comme impact? Quelle est la conséquence de faire telle ou telle action? En prenant ces risques-là lors de l'entretien, c'est à ce moment-là que tu vas te démarquer des autres candidats qui, eux, n'oseront pas tirer certaines conclusions. Quels indices est-ce que tu as récoltés par rapport au poste jusqu'ici? Est-ce que tu as un contact à l'interne qui peut t'informer? Est-ce que tu as regardé l'actualité? Est-ce que l'offre d'emploi te dévoile certaines choses qui vont être le point de départ de ton analyse? Est-ce que tu passes par une agence, un chasseur de tête? Si c'est le cas, il va sûrement avoir de bons indices à te fournir. Également, peut-être que c'est pas ta première entrevue avec eux, peut-être que tu as eu un échange téléphonique auparavant qui t'a permis de voir leurs insistances, leurs répétitions. Ensuite, sur le site web de l'entreprise, va se dissimuler parfois un rapport annuel qui va te dire comme ça, sans que tu aies besoin de chercher trop longuement, quels sont les objectifs stratégiques, quelles sont les préoccupations actuelles, les défis. C'est le nerf de la guerre. Des fois, le problème va être extrêmement évident, puis d'autres fois, on ne sait pas quel est le problème de l'employeur. Il va falloir comprendre par ces questions où est-ce qu'il essaie de nous amener. Ainsi, pendant le déroulement de l'entrevue, c'est là que va se développer notre compréhension, puis on va adapter notre discours en conséquence. Le mot à retenir pour le premier élément sur notre checklist, sans trop de surprise, sera déduction, parce que plus tu analyses en profondeur, plus tu risques d'impressionner l'employeur avec les conclusions que tu auras tirées. Tout comme un entrepreneur, il faut que tu réfléchisses à ta proposition de valeur unique. Donc, quelle est la force qui te distingue parmi toutes? Et tu vas devoir la marteler, donc la répéter à plusieurs reprises. Peut-être que tu as déjà fait l'exercice, qu'elle est déjà présente sur ton profil LinkedIn, sur ton CV. Et je suis conscient que c'est difficile parce que souvent, on a une multitude de forces à amener. Cependant, il va falloir que tu trempes. Ça va te permettre de préparer aussi ton elevator pitch, présentation de 20 à 30 secondes, qui va permettre de couvrir les questions, parlez-moi de vous, ou la dernière question de l'entrevue, pourquoi retenir votre candidature parmi toutes celles qu'on a reçues. Ta proposition de valeur unique demeure la même tout au fil de la discussion. Il va falloir que tu sois cohérent par rapport à celle-ci. Et il y a d'autres questions pendant l'échange qui vont te permettre de réitérer, par exemple, quelle est ta principale force? Comment définirais-tu ton style de leadership ou en équipe? Quel est le rôle que tu prends instinctivement? Qu'est-ce qu'un superviseur dirait à propos de toi ou qu'est-ce qu'un collègue dirait à propos de toi? Si tu as eu du mal à identifier ta force distinctive, tu vas pouvoir peut-être utiliser un alliage de deux forces. Cet alliage-là fait en sorte que tu es unique. À la limite, tu peux aller jusqu'à 3 forces. Donc, parfois, c'est un alliage d'un savoir-faire et d'un savoir-être, ou parfois ce sera 2 savoir-faire qui font en sorte que tu es parmi les seuls dans ton industrie qui possèdent ces 2 compétences-là. Supposons que tu as eu 2 perspectives dans ta carrière, tu as été mêlé à 2 industries qui te permettent d'avoir un regard unique sur des situations, la voilà, ta proposition de valeur unique. Maintenant, il te reste à mettre des mots dessus. D'entrevue en entrevue, ta communication va s'améliorer parce que tu sais exactement ce qui te rend spécial. Là, je reprends les mots de JT O'Donnell, qui est une coach de carrière que j'admire beaucoup. Et elle parle souvent de la marque personnelle parce que cette année, puis pour les années à venir, c'est ce qui va faire la différence entre des candidats gagnants et des candidats qui arrivent deuxième ou qui ne se font même pas retenir pour les prochaines étapes. Peu à peu, intègre-la à tes autres outils d'embauche et la répétition va faire en sorte qu'elle sera assimilée par ton auditoire. Donc, le mot à retenir ici, c'est répétition. Troisième point sur ta checklist pré-entrevue, ça va être de préparer tes anecdotes et plus particulièrement celles qui concernent tes bons coups. Habituellement, c'est la portion facile. On est à l'aise de présenter ce qui nous a mis en valeur. Il est crucial de ne pas décider de quelles seront les histoires que tu vas raconter on the spot. Tu vas mal choisir, puis après ça, tu vas avoir des regrets quant au déroulement de ton entretien. On veut les préparer avant, puis pratiquer notre livraison idéalement. Tu devrais avoir 3 ou 4 histoires qui t'ont mis en valeur. Je vais insister ici sur des micro-histoires parce qu'il ne faut pas que tu parles de façon générale, donc
dans tel type de situation, j'ai tendance à agir de la sorte. Non, il va vraiment falloir que tu racontes des moments précis. Une histoire de bon coup, ça ne veut pas nécessairement dire une grosse réalisation. Une petite chose qui a marqué ta mémoire, qui va aussi marquer tes intervieweurs lors de l'entretien. Pense à des micro-histoires qui se sont passées sur quelques jours, peut-être juste quelques heures, ou à la limite sur quelques semaines. Essaie d'éviter celles qui ont duré plusieurs mois. Le déroulement pourrait être trop long, puis les conclusions, la morale, pourrait être un petit peu plus difficile à tirer pour. Grâce à l'offre d'emploi, tu vas pouvoir déduire 3 grandes thématiques. Les histoires vont aborder ces thématiques. Tu vas pouvoir répondre à pratiquement n'importe quelle question. Pose une question sur ta gestion du stress, ton sens de l'organisation ou sur ton éthique. Tes bons coups, en général, vont pouvoir avoir des conclusions différentes que tu adapteras. C'est ça la beauté avec une histoire, c'est qu'on peut en dégager la morale ou le dénouement qu'on veut sur notre personne. L'assimilation de tel savoir-faire ou tel savoir-être peuvent provenir d'une seule et même histoire. C'est pour ça que c'est un élément super important. Là où ça devient réellement stratégique comme préparation, c'est qu'on vient sélectionner nos meilleures histoires à l'avance. Avec un proche, par exemple, tu peux lui demander est-ce que je devrais parler plus de telle chose ou de telle chose qui m'est arrivée. Cette personne-là va te dire bah, cette histoire-là me parle beaucoup plus qu'une autre. Avec du storytelling, on doit les essayer pour voir celle qui va interpeller les gens davantage. En cas d'écart avec les compétences qui sont recherchées, il va falloir que tu trouves quelque chose de transférable. Alors, quelle est l'histoire dans ton vécu qui va te permettre de dégager des compétences transférables? L'entrevue va être relativement courte. Donc, habituellement, c'est 1 heure. Tu n'auras pas le temps de présenter plus que 3 ou 4 histoires de bons coups. Le mot à retenir ici, c'est personnalisation, parce que d'un employeur à l'autre, les forces qui vont être recherchées changent. Tu vas devoir adapter tes histoires. Prochain point est sans doute le plus difficile sur cette liste. Quand les recruteurs ont l'impression de prendre une décision éclairée, tu vas avoir réussi ton entrevue. On réalise cet exploit en leur parlant de nos épisodes de mini-fails, sans être des trop gros fails qui vont dire « Oh non, on veut pas de ce candidat-là ». Ce que j'appelle un mini-fail, c'est donc une histoire qui va faire en sorte que tu te tires pas trop dans le pied, mais qui va quand même être assez compromettante. Il nous en faut encore ici 3 ou 4. Elles peuvent être liées aux mêmes thématiques que tu as identifiées. Ça se peut qu'on te questionne sur des moins bons coups relatifs à ces compétences-là. Là, tu vas avoir donc un total d'environ 6 à 8 histoires. Ça va être ton jeu de cartes en prévision de l'entretien. Les autres candidats vont avoir, eux, tendance à parler de façon générique de leurs réflexes dans tel type de situation, mais toi, tu vas être différent. Tu as des anecdotes à leur présenter. Ce qui est le fun avec les histoires de fail, c'est que tu peux en profiter pour parler avec candeur. Le choix de tes anecdotes encore ici importe beaucoup. Il faut y penser avant l'entretien plutôt que de décider sur place. Ainsi, à quel défaut de ta personne renvoie ces erreurs? Parce que la question des défauts, probablement qu'elle s'en vient, mais aussi préparer tes anecdotes, ça peut te permettre de répondre à n'importe quelle question piège, entre guillemets. Ils veulent que tu parles de moins bons coups. Donc, un épisode stressant, affolant, une mauvaise décision sur reprise, une erreur que tu as commise. Comment est-ce que tu as solutionné le problème? Comment est-ce que tu t'es senti sur le coup, puis comment est-ce que tu as surmonté ces émotions négatives? Adresser la question avec tes employés ou avec tes collègues, avec patrons, clients. Tout comme tes bons coups, tu peux adapter ton dénouement en fonction de la situation, en fonction de la question qui t'est posée, de comment tu es venu à mieux te connaître sur tel aspect. Puis pour une autre entrevue, tu as appris à te connaître sur un autre aspect, mais l'histoire, globalement, ne change pas. Ce qui va les intéresser plus particulièrement, c'est ce que je viens de te dire. Donc, comment est-ce que tu t'es amélioré? Comment est-ce qu'aujourd'hui, tu continues de mettre des choses en place pour éviter qu'une histoire comme ça se reproduise? Une chose est sûre, c'est que toi, au moins, tu vas avoir réfléchi à tes histoires avant le jour J. Tu vas être prêt à les livrer avec émotion, puis à marquer ton public grâce à toute ta transparence, ton humilité, ta fraîcheur. Je te garantis que tu peux séduire tes intervieweurs, et ce, même avec tes histoires de moins bons coups. Le mot que je veux que tu retiennes ici, c'est anticipation. Souviens-toi que la question récurrente lors d'un entretien d'embauche, c'est la suivante. Avez-vous un exemple à nous fournir? Si toi, tu inities l'exemple par toi-même, tu vas marquer en quelque sorte des points additionnels parce que tu t'es livré à eux à froid, sans avoir peur de leur réaction, parce que tu as l'air d'avoir une bonne connaissance de toi, parce que tu n'as pas de regrets, parce que tu es conscient que les erreurs, les mauvaises décisions, c'est ce qui t'a amené aujourd'hui à être un candidat de meilleure qualité. Donc, n'aie pas peur de parler de tes moins bons coups. Tu l'auras deviné avant ton entretien, il va falloir que tu prévois tes narratifs de départ, démission, congédiement, licenciement, toutes ces belles choses-là. Tu
vas devoir faire ça extrêmement court, donc aller straight to the point. Tu ne correspondais pas aux attentes, ben tu leur dis « je ne correspondais pas aux attentes », mais voilà ce qui fait en sorte que le poste que vous avez à me présenter correspond davantage à mes forces naturelles. C'est le genre de discours que tu vas devoir livrer et ça va te demander de la pratique. N'aie pas trop peur à cette étape-ci parce que tu as appris des choses importantes lors de ces transitions-là. Ce que tu as appris sur toi, c'est le plus important ici et c'est ce que ton public, plus particulièrement les RH, raffolent d'entendre. Les autres candidats ont aussi probablement des passages dans leur vie, dans leur carrière, desquels sont un petit peu moins fiers, qui ont peut-être des trous dans leur CV. Eux aussi, à vivre avec des déceptions, qui ont eu à démissionner à cause d'un environnement toxique, par exemple. C'est pas vrai que le parcours de tout le monde est rose, toujours linéaire, même que je te dirais que ce sont les candidats qui n'ont aucune histoire de ce type-là à raconter, qui sont les moins marquants. Tes sauts d'emploi, ils font en sorte que tu es la personne que tu es actuellement. Au début, notre héros avait des difficultés, il y avait des défis, des problèmes, et le fait d'avoir surmonté ces problèmes, c'est ce qui fait une bonne histoire. C'est ce qui fait en sorte qu'un film est mémorable ou qu'une série nous captive jusqu'à la fin. On peut revirer un narratif pour quelque chose qui nous met un petit peu plus en valeur. À l'époque, j'ai échoué par rapport à cet aspect précis. Ben aujourd'hui, ça ne se reproduirait plus parce que j'ai modifié mon approche. Mon état d'esprit est différent. J'ai développé des nouvelles compétences, ce qui autrefois était une faiblesse, un point amélioré. Ben aujourd'hui, c'est une force chez moi. Cet épisode-là a mis en lumière quelque chose que j'avais à développer. Les années qui ont passé depuis m'ont permis de focusser là-dessus davantage à sa façon. Chaque nouvel emploi, même ce qui n'est pas nécessairement linéaire, va devoir être présenté comme une progression. Si tu as changé pour un autre domaine qui n'était pas nécessairement dans ton plan de carrière, explique comment ce nouvel emploi-là t'a permis de prendre une nouvelle perspective. Tu pensais au début que cet emploi-là n'aurait pas rien à t'amener, mais que tu as été particulièrement surpris parce que tu as découvert une nouvelle facette, découvert une nouvelle passion, découvrir aussi ce que tu voulais pas faire. Chaque transition est une progression et c'est le mot que je veux que tu retiennes. L'un des objectifs principaux de tes intervieweurs lors de l'entrevue d'embauche est de venir valider si tu possèdes effectivement telle ou telle compétence. Mais un autre de leurs objectifs importants, c'est de comprendre tes motivations. Il va y avoir beaucoup de questions cherchant à comprendre tes pourquoi, tes why. Je vais te les dévoiler. Il y en a en fait 5. La première, on vient de la couvrir légèrement dans le dernier point et c'est pourquoi est-ce que tu veux quitter ton emploi actuel. La seconde motivation qu'ils vont chercher à comprendre, pourquoi nous, pourquoi cet employeur-là en particulier, puis ils vont peut-être la poser même dès l'entretien téléphonique. Pour ça que je conseille habituellement de reporter l'appel un petit peu plus tard dans la journée, juste pour te rappeler pourquoi est-ce que tu as choisi d'appliquer chez cet employeur-là. L'entretien téléphonique est souvent axé justement sur tes motivations. Les deux premières que je viens de te nommer, mais aussi la suivante qui est pourquoi ce poste-là en particulier. C'est assuré ou presque qu'elle va être posée. Alors, pourquoi vouloir quitter ton emploi actuel? Pourquoi nous? Pourquoi ce poste-là? Et aussi, ils vont vouloir chercher ce qui te motive au travail. Des fois, ça va être posé directement, par exemple avec la question « Qu'est-ce qui vous motive au travail? » Parfois, ça va être un petit peu plus subtil. Quels critères est-ce que vous donnez pour évaluer si un projet réussit ou non? Mais souviens-toi que ça veut dire la même chose, c'est qu'est-ce qui vous drive, qu'est-ce qui vous pousse? La cinquième sera qu'est-ce qui te motive chez un patron, par exemple, ou chez un collègue? Peut-être que la question va être posée différemment, par exemple, pense au meilleur patron que tu as eu lors de ta carrière et qu'est-ce qu'il faisait pour susciter ton enthousiasme au quotidien. Pense à un collègue avec lequel tu es resté connecté, même si tu n'étais plus à l'emploi. Quel trait avait cet individu? Qu'est-ce qui te motive à tisser un lien avec les autres? Le mot que je veux que tu retiennes ici, c'est sens ou signification. Et pourquoi? Ben, c'est ce que tu valorises. Tu vas devoir parler de ces choses-là avec l'émotion qui se prête le mieux. Que tu sois gestionnaire ou non, il est possible que tu reçoives la question sur les premiers 90 jours en poste, qu'est-ce que tu comptes faire? Peu importe si tu reçois la question ou non, sois conscient que tu vas être questionné habituellement sur ta compréhension du rôle. Qu'est-ce que tu penses faire dans cet emploi-ci? Qu'est-ce que tu penses qui sont les priorités? Quels sont les enjeux? Et la question des 90 jours en est une indirecte pour mesurer exactement cela. Ce qui est quand même important dans une question de la sorte, ça va être de penser à tous les acteurs. Donc même si tu n'as pas encore intégré le poste, il faut que tu tiennes compte d'un peu tout. Est-ce que tu demeures réaliste quant à ton champ d'action? Ils vont voir si tu comprends bien le poste ou non. L'offre d'emploi ne te dévoilera pas tout. Tu vas devoir assumer certaines choses. Aussi, tu vas devoir être honnête
Quant à ta personne, est-ce qu'il y a des formations qui te manquent? Est-ce qu'il y a des compétences que tu cherches à aller développer dans les 3 premiers mois pour être encore plus performant dans le rôle? Petit point bonus, si tu intègres dans ta réponse que tu considères les valeurs d'organisation. Donc, par exemple, monsieur l'employeur, ben, je sais que chez vous, telle chose est importante, puis je vais aller renforcer cet aspect précis dans mon équipe. Dans cette question-là, ils vont aussi jauger ton sens de l'initiative. Est-ce que tu t'attends à avoir un plan de formation qui est tout tracé d'avance ou tu vas aller chercher par toi-même certains skills? Est-ce que tu es parmi les futurs employés qui vont faire ce qui leur est demandé ou tu vas en faire un petit peu plus? Essaie de réfléchir avant ton entretien. Quel pourrait être ce petit plus? Puis de le communiquer subtilement dans ton plan de 90 jours. Ton engagement, ton dévouement va être aussi palpable. Le mot à retenir ici sera priorisation parce que ta séquence des événements va devoir être bien pensée. L'employeur a certains problèmes à régler. Puis si non seulement tu règles ces problèmes-là, mais aussi si ton organisation transparaît, ben tu vas avoir réussi ta question des 90 jours. Sur notre checklist, on prévoit la question qui va probablement faire surface qui est « Où est-ce que vous voyez dans 5 ans? » Peu importe ton opinion sur la question, il va falloir que tu la prévois. Moi, je la trouve assez pertinente honnêtement parce que c'est quand même important de penser à où est-ce que tu vas être. C'est un plan à long terme qu'on veut ici. Puis on aime les gens qui savent où est-ce qu'ils s'en vont. On suit les leaders qui ont une vision d'avenir claire. Travaille sur la clarté. Fais en sorte que ta livraison soit relativement courte ici. Je me vois là, puis voici ce que je pense faire pour y arriver. Évalue le contexte avec ton bon jugement. Est-ce que je dois parler tout de suite de mes aspirations à devenir gestionnaire? Peut-être que c'est une équipe qui est extrêmement petite et que parler tout de suite du fait que tu veux le rôle de ton intervieweur dans quelques années, ben, c'est peut-être pas la chose la plus stratégique à dévoiler lors de ton entretien d'embauche. Donc, demeure prudent. Parle peut-être d'une autre expertise que tu veux développer. Projette ta vision d'avenir avec fermeté. Même si tu as certains doutes, ben, le moment de l'entrevue, c'est peut-être pas la plateforme idéale pour les communiquer. Fais aussi cet exercice-là exactement comme le ferait une entreprise qui fait son plan d'affaires, son plan quinquennal. Est-ce que ma mission est bien définie? Trace un lien entre ta mission et ta vision. Et ça va être extrêmement rafraîchissant, ça aussi pour tes intervieweurs, que tu aies cette perspective-là. N'oublie pas que tu parles à des gens d'affaires probablement, des gestionnaires, puis des gens qui ont étudié en administration, puis qui ont eu à voir ces concepts-là. Quand on te pose la question de ta vision, tu la communiques avec passion. C'est le mot-clé que je veux que tu retiennes ici. Dès qu'on te demande où est-ce que tu t'en vas, tu t'animes légèrement parce que c'est directement en lien avec ta mission de vie. La fameuse question du salaire s'en vient. Est-ce que tu es prêt? Tu vas devoir avoir un chiffre précis en tête parce que ce que tu veux éviter, c'est de leur retourner la question « je m'adapterai à vos échelles salariales ». Non, toi, tu es capable d'ancrer puis de baser la future négociation, si négociation il y a, sur ce premier chiffre qui va devoir venir de toi. Attends-toi aussi à ce que les échelles salariales soient extrêmement larges. Ça demande ici un certain niveau de perception du marché versus, par exemple, le niveau de compétition qu'il y a pour le type de rôle sur lequel tu es en train de passer une entrevue. Accepte donc que tu vas devoir estimer. Donc, c'est important ici de ne pas avoir de regrets. Si par exemple, tu as été avec un chiffre qui est trop bas, aussi toutes tes prochaines augmentations salariales vont dépendre du chiffre que tu réponds exactement ici. Considère aussi qu'une négociation est assez rare dans un processus d'embauche parce qu'en fait, une négociation, ça veut souvent dire une demande. Est-ce que tu as considéré les autres avantages en poste, pas juste les avantages sociaux, les autres bénéfices comme travailler de la maison, par exemple, ou aussi avoir contact avec des personnes importantes dans l'entreprise qui vont te permettre de progresser rapidement. Les intangibles vont être dévoilés souvent dans le cadre de l'entrevue et puis ça va peut-être te demander de revoir un petit peu ton salaire à la baisse si ton niveau d'intérêt augmente par rapport au poste. La question de tes demandes salariales va ouvrir la porte à un dévoilement souvent de leur côté qui va être immédiat. Par exemple, tu vas t'avancer sur un salaire puis ils vont soit grimacer ou te dire « ouais, ben, c'est peut-être pas ce qu'on avait nécessairement en tête », puis ça va permettre de dire si réellement là, il y a tel type de projet qui s'en vient, je peux me montrer négociable pour éventuellement me permettre d'augmenter mes compétences dans ce domaine. Tu peux, lors de ta requête salariale, ne parler que de chiffres
ou tu peux aussi réitérer une raison qui fait en sorte que tu mérites d'avoir autant. Tu as le choix de le faire ou non. Les deux stratégies sont bonnes l'une comme l'autre, mais prévois un argument juste au cas. En résumé, sois prêt à te commettre à un chiffre précis. Est-ce que tu hésites? C'est vraiment pas le moment d'hésiter à cette question-là, surtout qu'elle risque d'apparaître dès l'entrevue téléphonique. Est-ce que tu surestimes ta valeur par rapport au marché? Selon toi, est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de compétition? Auras-tu des regrets si ta proposition est acceptée telle qu'elle? Est-ce que tu as considéré les autres avantages de l'emploi? Et enfin, est-ce que tu juges bon de réitérer un argument? C'est optionnel, mais c'est souvent adéquat. Le mot à retenir ici sera perception, parce que tu n'auras pas tous les éléments en main. Dernier point sur notre checklist, tu auras 2 questions prêtes pour tes intervieweurs. Elles sont très importantes à prévoir parce que tes questions dévoilent tes motivations. Et si tes questions dévoilent des motivations douteuses, tu t'intéresses à des choses comme des avantages sociaux. Tes questions sont-elles trop intrusives? Fais attention à ça. C'est pas le moment de demander pour rencontrer l'équipe, pour aller visiter les locaux ou pour savoir quel est l'organigramme. Si tes questions sont trop fermées, qu'elles impliquent une réponse qui va être trop courte, c'est peut-être signe que tu as une mauvaise question entre les mains ou des mauvaises questions. Tu n'auras que 2 questions à préparer et ça se peut que tu aies juste le temps d'en poser une. Tout comme lui nous a questionné sur notre vision, on veut le questionner sur la sienne parce que c'est important d'avoir un gestionnaire qui en a une. On se doute que ça va susciter son enthousiasme. C'est ce qui le tient réveillé la nuit. Où est-ce qu'il voit son équipe dans quelques mois, quelques années? Quel projet il aimerait aller chercher? Quel appel d'offres il veut réussir? Sont de bonnes questions. Si tu veux en trouver davantage, je vais laisser dans la description de cette vidéo un article que je te recommande qui va t'inspirer sur 7 questions qui sont parmi mes préférées. Tes formulations sont-elles originales? Pense à la manière dont tu vas les poser. Ça pourrait provoquer un effet wow chez eux et tu veux surtout pas leur dire que tu n'as pas de questions. Non, ajoute ça à ta checklist. En terminant, souviens-toi que les meilleures questions sont celles qui sont spontanées. Tu risques d'avoir des questions qui sont encore plus pertinentes si ça te permet de pivoter vers un mode de conversation, de discussion. Ainsi, le mot à retenir ici sera attention, parce que plus tu as d'écoute et plus tu peux rebondir sur des propos qui ont été tenus auparavant, plus ça va augmenter la qualité perçue comme candidat à leurs yeux. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. J'ai un autre cadeau pour toi, une liste de 33 questions qui sont les plus fréquentes posées en entretien, qui va te permettre de pratiquer devant le miroir ou avec un proche. Laisse un like si tu as apprécié le contenu de la vidéo, c'est toujours extrêmement apprécié de ma part. Abonne-toi à la chaîne pour plus de conseils sur la recherche d'emploi, sur la carrière, sur l'évolution numérique. On se dit à très bientôt. Salut!